on poursuit avec Régis Le Sommier. Bonjour. Bonjour Liselotte. Et je cède la parole à Richard Dessès pour cet entretien. Bonjour Régis Le Sommier, je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Omerta, excellent magazine trimestriel, excellente chaîne YouTube. Vous venez de publier un très gros reportage sur la République démocratique de Congo, vous en aviez parlé la dernière fois, mais aujourd'hui on va plutôt célébrer la manière dont Macron a réussi à apporter la paix au Moyen-Orient. Il vient de s'envoler pour l'Égypte, il y est en ce moment pour se féliciter de la façon dont la France, je répète en fait les communiqués de presse de Macron et de Jean-Noël Barrot, a réussi à faire en sorte que plus personne ne se batte à Gaza. Oui, mais peut-être avez-vous une interprétation différente. Oui, moi je vais prendre un autre vol qui est parti de la base de Andrews à côté de Washington. Évidemment, c'est pas Emmanuel Macron qui était à bord, c'est Donald Trump qui actuellement d'ailleurs est toujours en vol. Il est parti cette nuit et est toujours en vol et il regarde la libération des otages au compte-gouttes. Il y en a eu 7 ce matin. Là maintenant, il va y en avoir les 13 autres, ceux qui sont encore en vie, qui à peu près dans quelques minutes devraient être libérés. Alors, en embarquant, c'est intéressant parce qu'on va pas passer un petit peu... Macron pourra en parler si vous voulez, mais Donald Trump a rappelé à des journalistes ce qui allait se passer était peut-être la chose la plus importante qui lui soit parvenue à accomplir de toute son existence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le fait que le prix Nobel lui soit passé sous le nez semble presque oublié devant l'importance du moment. Samedi soir, je ne sais pas si vous avez regardé, Richard, mais le négociateur en chef de Donald Trump pour l'Ukraine, pour le Moyen-Orient, le fameux Steve Witkoff, l'ancien associé de Trump quand il était dans l'immobilier, qui aujourd'hui fait presque figure de diplomate vétéran du Moyen-Orient, tant il a bataillé sur ce dossier, alors que, rappelons-le, Trump n'a pris ses fonctions que depuis 9 mois. On a l'impression qu'avec Trump, il y a des années déjà qui se sont passées. Il prononçait samedi soir donc un discours sur la place des otages à Tel Aviv. Il était flanqué à sa gauche du gendre de Trump, Jared Kushner, et puis de sa femme à sa droite, la fameuse Ivanka Trump. Lorsqu'il a prononcé le nom du président américain, il y avait 100 000 Israéliens rassemblés autour des familles des otages sur cette place, et ils se sont mis à scander « Thank you Trump ». Thank you Trump. En revanche, lorsque Witkoff a voulu rendre hommage à Benjamin Netanyahou, les huées étaient telles qu'il a dû s'interrompre 3 fois de suite avant de pouvoir terminer son discours. Donc les Israéliens savent bien à qui il doit le retour des leurs qui doit avoir lieu, qui a lieu en ce moment. Beaucoup reprochent à leur Premier ministre d'avoir fait traîner les choses, choisissant chaque fois la voie des armes, de la confrontation et plaçant la question des otages comme secondaire et leur vie souvent en danger. La dernière offensive sur Gaza City a été très critiquée, on n'en parle pas beaucoup en France, y compris dans l'armée, à travers notamment l'ancien chef d'état-major, le général Herzi Halevi. Même l'actuel chef d'état-major, Eyal Zamir, n'était pas favorable à cette offensive. Il pensait comme des militaires au bourbier que pouvait devenir Gaza City pour Tsahal. Les familles des otages, elles, voyaient les leurs condamnés. Le Hamas, ainsi acculé, les éliminerait sûrement. Dans la meilleure hypothèse, ils mourraient dans les combats. Alors cette attitude d'une partie des Israéliens est révélatrice du crédit qu'ils accordent au président américain dans cette affaire. À domicile aussi, c'est intéressant de constater que même des opposants acharnés à Donald Trump, qui font partie de ces bêtes noires comme Hillary Clinton, Susan Rice ont fait l'éloge du plan Trump. Même les Russes, par la voix de Sergueï Lavrov, leur ministre des Affaires étrangères, reconnaissent que ce plan est le meilleur que nous ayons. Alors, est-ce là un signe qu'un autre plan Trump pourrait bientôt fonctionner dans un autre endroit du monde, en l'occurrence l'Ukraine? Rien n'est moins certain à ce stade, mais l'unanimité se fait autour de l'action des Américains au Moyen-Orient, et cela méritait d'être souligné. Il reste cependant une montagne d'obstacles encore. Les prochaines étapes aborderont des questions épineuses, statut de Gaza, reconstruction du territoire, surtout avenir politique du Hamas. Celui-ci a déjà fait savoir qu'on ne désarme pas la résistance palestinienne. La route vers la paix promet encore d'être longue. Quoi qu'il en soit, on est face à un événement comme jamais un président américain n'a su créer dans l'histoire des États-Unis et du Moyen-Orient. Même Bill Clinton, avec les accords d'Oslo signés avec Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, on s'en souvient, en septembre 1993, et par ailleurs jamais appliqué, n'avait connu un tel succès. Alors pourquoi et comment
Donald Trump est parvenu contre vents et marées à obtenir cette libération et ce cessez-le-feu. Pour comprendre, il faut en revenir aux premières images. Moi, j'étais resté assez tard mercredi soir dernier pour regarder ce qui se passait et on a vu les premières images de Sharm el-Sheikh où les délégations venaient de conclure un accord. Alors, cette cité balnéaire du bord de la mer Rouge, dont le surnom de Cité de la Paix est particulièrement adapté en ces heures, avait été choisie par les médiateurs égyptiens pour accueillir les négociations, les précédentes sessions ayant eu lieu au Caire, la capitale. Sur les images, on voit les négociateurs se réjouir de la signature de cette première phase de l'accord. On voit le chef des négociateurs israéliens, Nizan Alon, qui arbore un grand sourire, qui serre la main du Premier ministre qatari Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani. Le chef de la délégation du Hamas, Khalil Al-Hayya, lui est plus discret lors de la séance photo. On ne voit ni Steve Witkoff, l'homme de Trump pour Gaza, évidemment, ni Jared Kushner, dont j'ai déjà parlé. Kushner s'est quand même vu accusé par la presse américaine de vouloir voler la vedette au protagoniste et il s'était sans doute mis de lui-même en retrait. Alors, cette joie des négociateurs, il fallait la traduire en réalité comme un immense soulagement. Jusque la dernière minute, en effet, le Hamas semblait traîner des pieds, jusqu'à ce que les autres délégués finissent par leur dire « Ne laissez pas passer cette chance, c'est le meilleur accord que vous pourrez avoir ». Pour les rassurer, et c'est très important, ils ont mis en avant le fait que les garants de l'application de ce plan ne seraient pas les seuls Américains, souvent accusés de jouer un double jeu avec Israël, mais le Qatar, l'Égypte et même la Turquie. Dans cette affaire, la diplomatie arabe reprend des couleurs. D'ailleurs, si le plan connaît ce succès, c'est précisément parce qu'il s'éloigne des projets fous de Riviera, matinée d'expulsion des Palestiniens de Gaza, portés à un moment par Trump, pour embrasser toute la complexité de la région, tenir compte des équilibres et surtout de la réalité. Les négociateurs qataris, égyptiens et turcs n'ont pas seulement discuté du plan Trump, ils ont aussi mis la main à la pâte pour l'élaborer. Alors, la paix à Gaza est-elle pour autant garantie ? Rien n'est moins certain, on l'a vu dans le sillage du retrait de Tsahal, le Hamas se redéployait en orchestrant une véritable terreur contre les clans rivaux accusés d'avoir collaboré avec l'occupant israélien. Pour le Hamas, il y a à la clé en échange des otages la libération de 1988, c'est le chiffre officiel ce matin, prisonniers palestiniens, dont au moins 250 condamnés à vie et le reste détenus depuis le début du conflit. Alors, le plus célèbre détenu palestinien, Marwan Barghouti, est de loin la figure politique la plus populaire dans l'opinion palestinienne, ne sera pas libéré par Israël, ni les corps de Yahya Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, et de son frère Mohamed ne seront rendus au Hamas. Alors, on a oublié aussi, on oublie beaucoup de choses, vous savez, mais quand on redétricote ce qui s'est passé en janvier dernier, l'ex-secrétaire américain Anthony Blinken, qui lui avait été très impliqué dans les négociations sous l'ère Biden, avait estimé que le Hamas avait déjà reconstitué son potentiel de combattant d'avant le 7 octobre. Nul doute qu'avec les prisonniers relâchés, la force de l'organisation ne va pas diminuer, ce qui les rendra immanquablement plus difficiles à désarmer, ce qui est prévu dans une phase prochaine du plan et pour laquelle le Hamas n'a toujours pas officiellement donné son accord, et même que certains de ses membres ont d'ores et déjà refusé. Alors l'absence de Barghouti, qui est surnommé, vous le savez, le Mandela palestinien, montre en outre que les autorités israéliennes ne feront pas tous les efforts pour assurer un avenir à un hypothétique État palestinien, comme le reste du monde le souhaite dans la foulée des reconnaissances du même État. J'en termine avec une réflexion toute personnelle. Chez nous, l'importance de l'événement et le rôle joué par Trump dans cette paix en voie d'être gagné. Bon, il y a encore bien des obstacles, mais elle est surtout à mettre, à mon sens, en contraste avec le spectacle pathétique qui se déroule en même moment en France où une classe politique se déchire autour d'une quête impossible d'un gouvernement. Certains, comme Trump, agissent pour le bien de leurs semblables, du monde entier parfois, quand d'autres regardent leur nombril, s'accrochent à leurs petites prérogatives et à leurs strapontins gouvernementaux. La concomitance des deux événements rend le sort de la France, à mon sens, encore plus cruel. Alors, merci beaucoup, Régis Le Sommier. On va parler très rapidement de la France avant de rentrer dans cet accord.
Jean-Noël Barrot et Emmanuel Macron prétendent que la France a joué un rôle décisif dans cet accord de paix et que, en fait, sans Emmanuel Macron et tout ce que la diplomatie française est capable de faire en coulisses, rien n'aurait été possible. Oui, c'est toujours la façon dont Macron arrive toujours à essayer d'être sur la photo. Là, il va être sur la photo, il va venir soutenir le plan. Alors, la paternité de ce plan, elle est quand même fortement à mettre en doute. Il y a eu effectivement... La paternité macronienne. Macronienne, bien sûr. Il y a eu effectivement une initiative lancée par la France en août dernier avec l'Arabie Saoudite d'ailleurs, qui a, il faut le saluer, obtenu une cascade de reconnaissance de l'État palestinien. On ne peut pas dire que ça ait servi à grand-chose actuellement dans l'affaire de la négociation de la libération des otages et du cessez-le-feu, stricto sensu. Maintenant, ça a provoqué sans doute un contexte international où cette cascade de reconnaissance, et en partie de pays clés comme la Grande-Bretagne, je pense, a quand même pesé sur les choses. Maintenant, Macron n'est pas le premier à reconnaître l'État de Palestine. Il a eu un rôle, il a eu un petit rôle. Moi, je lui concède ça. Mais ce qui est insupportable, effectivement, ce sont ces communiqués où on a l'impression qu'on est au centre des choses alors qu'on en est exclu depuis longtemps et on ne fait pas partie des négociateurs, on n'est pas ceux qui, depuis le début de cette histoire, sont les mains dans le cambouis pour essayer justement de solutionner ce qui se passe. Et d'ailleurs, dans la photo dont vous parliez, avec tous ceux qui ont négocié, justement, il y avait un absent de taille, c'était la France. Oui, bien sûr, mais parce que notre rôle sur la scène diplomatique internationale, malgré les propos inversement proportionnels en termes de prétention, on va dire, de notre président, ce qu'on peut constater, c'est que la France, dans cette histoire, et comme dans beaucoup de domaines ailleurs, par ailleurs, est quelque peu diminuée, en tout cas qu'elle n'a plus du tout le statut qu'elle avait pu y avoir il y a 10 ans encore, à l'époque de Jacques Chirac, la France avait un poids, c'était un des acteurs au Moyen-Orient, ça ne l'est plus du tout aujourd'hui, mais je vous dis, le contraste est saisissant, et en plus, avec cette crise misérabiliste en interne, nous n'en ressortons pas, hélas, grandis. Donc, vous avez souligné un point tout à fait crucial, c'est la première étape du plan Trump qui est en train d'être mise en œuvre avec cet échange d'otages. On attend que tous les otages israéliens, en tout cas les vivants, soient libérés avant que les prisonniers israéliens ne soient rendus à la Palestine. Le Hamas n'a pas l'air désarmé, et même au contraire, et Israël le dit souvent, il est toujours dangereux. Il y avait un point crucial dans l'existence du Hamas militaire, c'était le financement qu'il recevait du Qatar. Oui. Alors, est-ce que, justement, le Qatar ayant été partie prenante de cet accord, est-ce qu'on peut espérer que les financements vont se tarir ? Oui, je pense. Maintenant, vous savez, le Hamas a survécu, on va dire, dans la bande de Gaza, et continue d'imposer son diktat à peu près tous ses habitants depuis 2 ans. La vraie question qu'il faut se poser n'est pas tant... je reprends la phrase de Blinken, parce qu'elle est très intéressante, le constat de Blinken sur le fait que l'organisation a refait ses troupes, alors que, là on parle de janvier dernier, alors qu'elle a subi quand même des pertes assez conséquentes de la part des coups de Tsahal, notamment sur ses dirigeants. Le Hamas, en fait, c'est toute la question que posait Rumsfeld à l'époque Etcheni, c'est est-ce que en tuant un terroriste, on n'en crée pas 4 autour, en l'occurrence sa famille, avec la dialectique de l'engrenage de la vengeance, et c'est totalement le cas. Il est illusoire d'imaginer que on puisse vivre, et j'entends souvent ça, et je pense que je m'oppose vraiment fortement à ça, c'est que oui, le Hamas est contesté à l'intérieur de la bande de Gaza. Certes, il l'est, mais
peut-être, mais en l'occurrence, la majorité des Gazaouis supportent le Hamas, vit avec le Hamas, participe de l'organisation dans tous les rouages de la société. Toutes les familles ou presque ont un martyr, selon la terminologie, un fils, 2 fils, 3 fils parfois, donnés à la cause. Et cette cause, elle est incarnée par le Hamas. Il suffit de juger de la popularité du Hamas dans ce qu'on peut l'apercevoir, c'est-à-dire en Cisjordanie, pour comprendre que ça reste un élément incontournable de la cause palestinienne, et que même si il a promis d'abandonner le pouvoir à condition justement que ça se passe entre Palestiniens, il va déguiser son pseudo, à mon sens, son pseudo-désarmement en disant on désarme le Hamas, mais on ne désarme pas la cause palestinienne. Donc il va y avoir une autre structure qui va venir au-dessus. Ça va être une des phases extrêmement compliquées à mettre en place, c'est-à-dire cette gouvernance de Gaza qui, pour l'instant, n'inclut pas des membres du Fatah, donc l'organisation rivale du Hamas. Il ne faut pas oublier, et ça les gens ne le savent pas assez à mon sens, c'est quand le Hamas prend le pouvoir à Gaza en 2006, il élimine quelques 500 membres du Fatah physiquement. Donc il y a eu une véritable purge. Et donc le Hamas s'est imposé à Gaza à travers cette purge. Et aujourd'hui, on va lui dire, il va falloir composer avec le Fatah, avec d'autres éléments le djihad islamique, etc. Il y a plein d'autres groupes qui sont présents. Et tout ça va être très compliqué à mettre en place. L'option Tony Blair, moi je trouve ça absolument aberrant. Que ce soit Trump qui soit au-dessus, c'est plutôt un facteur stabilisant, parce que ce qui est intéressant, c'est que Trump a une popularité un peu partout. C'était déjà le cas quand Israël avait attaqué le Liban, c'est-à-dire que les Libanais eux-mêmes disaient on espère que Trump va intervenir pour faire cesser ces attaques. Et donc Trump arrive à imposer, c'est ça qui est surtout notoire, et c'est ça qu'il faut retenir, arrive à imposer un ordre, à imposer sa paix. C'est quand même le dossier, s'il va au bout, le plus difficile que Donald Trump avait à résoudre. Après, on lui pardonnera. Le dossier sur lequel tous les présidents américains se sont cassés les dents. On a l'impression qu'il y a une nouveauté avec Trump, c'est qu'il n'hésite pas à faire une clé dans le bras à Israël. Oui, il y a ça. Il n'hésite pas, tout en étant quand même fermement du côté d'Israël. Faut pas notamment par le biais en interne, en termes gouvernemental, de son gendre Jared Kushner, qui a un vrai impact et une vraie influence. Sa fille également. Donc ce couple, vraiment, ça c'est le soutien pro-Israël plus, on va dire. Maintenant, il y a aussi d'autres personnages autour de Donald Trump. Il y a sa base MAGA qui n'est pas très dans le soutien d'Israël, et Donald Trump est actuellement très à l'écoute de ce qui se passe chez les siens, notamment chez les jeunes conservateurs américains, ou les vieilles on va dire, les vieux incontournables de la politique étrangère américaine, c'est-à-dire le soutien à Israël, l'hostilité à la Russie, ne sont plus non plus le vent en poupe. Et je rappelle qu'il y a un sondage aussi qui est sorti aux États-Unis récemment, où les Américains placent le soutien à un État palestinien devant le soutien à Israël. On est à 43 contre 41%. C'est la première fois. D'habitude, les Américains étaient plus massivement, tous majoritairement derrière Israël. Donc ça change. Et ça, évidemment, Donald Trump regarde ça. Il y a les élections de midterm qui vont arriver. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Il a cette base et il ne peut pas, on va dire, assurer à Israël un soutien absolu, même si ce soutien est incontournable. Et il est quand même venu, on va dire, tirer d'affaire quand même Benjamin Netanyahou, parce que l'offensive sur Gaza City, dont j'évoquais son traitement anti-Israël et les critiques auxquelles elle a donné lieu, cette offensive, elle est, on va dire, elle aurait embarqué Tsahal dans peut-être 6 mois de combat combat urbain, combat extrêmement difficile, avec un risque de ne jamais revoir les otages. Là aussi, c'était quelque chose de très important. Et Donald Trump arrive et quelque part sauve Benjamin Netanyahou d'une impasse, je pense. Donc
il fait d'une pierre deux coups quelque part et il s'assure une popularité conséquente. Vous regardez actuellement au moment de la libération des otages, vous avez les drapeaux israéliens partout et vous avez des drapeaux américains aussi énormément en Israël en ce moment. Voilà, donc Donald Trump arrive à faire l'unanimité. Qu'il n'ait pas eu le prix Nobel finalement, c'est pas très grave. Oui, il travaille pour la paix et pas forcément pour le prix Nobel. On verra l'année prochaine, Oui. une fois qu'il sera arrivé au bout de son plan. Revenons sur la contestation israélienne de Netanyahou. En fait, Netanyahou est depuis très longtemps Premier ministre. Il a un passé judiciaire absolument incroyable. Il passe sa vie à passer entre les mailles du filet à cause de ses fonctions, à cause des décisions qu'il prend, y compris tout ce qui est état d'urgence et autres gadgets que les Français connaissent bien. Il y a une contestation profonde de la société israélienne vis-à-vis de Benjamin Netanyahou, et c'est pas uniquement parce que c'est un Premier ministre de droite, c'est surtout parce que c'est un Premier ministre belliciste et que les Israéliens, en fait, ont très peur de cette voie du grand Israël que Benjamin Netanyahou est en train de prendre. Oui, je pense que d'abord, oui, il y a une opposition qui s'est exprimée bien avant le 7 octobre. Hein. Il ne faut pas oublier, pendant 2 ans, la réforme de la justice proposée par Benjamin Netanyahou a été combattue dans la rue. Il y a eu des manifestations incessantes pendant 2 ans et il a divisé profondément la société israélienne sur cette volonté, globalement, on va dire, de domestiquer le pouvoir judiciaire et de l'inféoder à l'exécutif. En gros, c'est ce qu'il cherchait à faire à des fins justement de s'en tirer personnellement à cause de ses affaires avec la même justice. Donc c'est ça qu'on lui a reproché. Ensuite, Benjamin Netanyahou n'a jamais été favorable, comme beaucoup d'Israéliens, à la création d'un État palestinien. Il l'a encore répété au moins 5 ou 6 fois dans la phase finale justement des négociations, dans tout ce qui s'est passé, on va dire, dans le dernier mois. Et puis il est, on va dire, dans une coalition épaulée, soutenue par la droite religieuse fondamentaliste, incarnée par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir, qui sont 2 de ses ministres, quand même, le ministre de la Sécurité intérieure et ministre des Finances pour Smotrich, ministre de la Sécurité intérieure pour Ben-Gvir, et qui sont des soutiens des colons, de la colonisation, et qui ont une vision, effectivement, totalement alignée sur la prophétie d'Isaïe et sur le grand Israël. Donc là, on est dans du religieux pur et dur. Benjamin Netanyahou n'est pas un religieux pur et dur, hein. C'est un sioniste, mais ce n'est pas un religieux pur et dur, mais il est obligé de composer avec ces gens-là. Quelque part, il y a des choses qui ne le dérangent pas, mais il y a des choses qui dérangent profondément certains Israéliens qui sont opposés, y compris dans le gouvernement de Netanyahou, y compris parmi les têtes d'affiche. Et puis, la façon dont on va dire, cette riposte au Hamas a été conduite depuis le 7 octobre pose question. Un observateur expliquait que les Israéliens ont réalisé contre leurs ennemis des prouesses assez incroyables. On se souvient de l'affaire des beepers contre le Hezbollah, de l'élimination de Hassan Nasrallah, de la quasi-totalité des chefs du Hezbollah, des gardiens de la Révolution, hein, Hossein Alami, qui était le chef, Salami, pardon, le chef des gardiens de la Révolution, a été éliminé dans les premières heures en juin dernier du conflit, le 3 juin, où Israël a déclenché une guerre contre l'Iran. À chaque fois, Israël a obtenu des succès assez retentissants, sauf, il faut le noter, contre les Houthis, où là, on a eu beau bombarder, envoyer l'aviation israélienne, que les Américains aussi ont eu beau bombarder les Houthis, et ne sont jamais parvenus à, on va dire, éliminer le danger que posent les drones et en particulier les missiles balistiques que les Houthis possèdent. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce que ça nous donne on va dire, en miniature ce qu'un nouveau conflit contre l'Iran aussi pourrait, parce qu'on ne sait pas combien les Iraniens et on a vu qu'ils étaient quand même redoutables pendant la dernière guerre. Donc ils n'ont pas réussi à éliminer tous leurs ennemis, mais d'un point de vue tactique, c'était remarquable. Et ce que disait cet observateur, les Israéliens sont des génies au niveau tactique.
En revanche, au niveau stratégique, on ne sait pas où on va. Et c'est bien ça qui inquiète une grosse partie de la société israélienne, qui aspire, comme beaucoup de gens sur Terre, la majorité, à vivre en paix, par rapport à ces aventures au-delà des frontières, en sachant que d'abord que le grand Israël, faut le peupler, et que démographiquement, Israël n'est pas dans une santé démographique comme beaucoup de pays occidentaux pour pouvoir, on va dire, contrôler tous ces pays. Donc il y a une incertitude de ce point de vue-là. Il fallait à un moment que les choses s'arrêtent en éliminant, on va dire, une partie du problème, c'est-à-dire la source, qui est le 7 octobre, et qui, en résolvant ce 7 octobre et en éliminant, on va dire, le danger du Hamas, parce que beaucoup de gens aussi ont dit, y compris dans l'armée, que le Hamas ne représentait plus aujourd'hui un danger mortel pour Israël, que son potentiel a été détruit, que ses alliés Hezbollah, Iran et même Houthi aujourd'hui sont dans une configuration, ils n'ont plus le potentiel qu'ils avaient avant. Une partie de l'axe du croissant chiite a été détruit avec la mise à la place de Bachar el-Assad sur le trône à Damas d'un ancien djihadiste, mais très très docile et qui est un petit peu le toutou de l'Occident, ce qui fait que le Hezbollah peut plus recevoir d'armement de l'Iran, et tout ça contribue, mise bout à bout, à finalement circonscrire la menace et à faire qu'Israël aujourd'hui ressort quand même beaucoup plus fort de cet épisode qu'il ne l'a été au lendemain du 7 octobre. Un Israël beaucoup plus fort, et qui a malgré tout, on a l'impression, tendance à vouloir laver l'humiliation d'un accord de paix imposé par Trump en instrumentalisant la Cisjordanie. Tout le monde est focalisé sur Gaza. En Cisjordanie, les colonisations se multiplient. Oui, et puis le harcèlement des populations. J'ai regardé l'autre jour le reportage d'une confrère et amie, Lise Romboudoul, sur TF1, où on voit comment un village de pêcheurs palestiniens a été complètement entouré par les colons. Progressivement, ils mettent des barbelés, enfin bref, leur faisant vivre un véritable enfer, et on voit ces colons venir même harceler la journaliste en lui disant allez-vous-en, etc. Donc on sent l'hostilité, on sent que évidemment ces colons, avec ces deux ministres que j'ai cités tout à l'heure, ont le vent en poupe, et que ça pourrait être catastrophique, ça, pour le coup, parce que l'annexion de Gaza, comme c'était prévu à certains moments, même parfois avec l'accord de Trump, souvenez-vous, il a manié le chaud et le froid sur cette histoire. L'annexion de la Cisjordanie pourrait être aussi catastrophique et faire en sorte que les fameux accords d'Abraham que Trump a mis sur les fonds baptismaux, et qui ont permis déjà quand même de nouer des relations diplomatiques entre Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Maroc avec Israël, ce qui est quand même totalement inédit. Trump voudrait profiter justement de l'élan de cette paix pour continuer ces accords d'Abraham, mais qui se font avec un volet sécuritaire offert et assuré et garanti par les États-Unis, qui a été quand même mis un peu sur la touche avec l'affaire du bombardement de Doha, avec la réunion du Qatar et du viol de la souveraineté du Qatar. Ça a été vraiment problématique. Ça aussi, là aussi, Trump a forcé Benjamin Netanyahou à appeler l'émir du Qatar, Al Thani, et à s'excuser, en tout cas pour l'un des morts qui avait été causés par cette frappe. Et donc là, on sent bien que Trump est intervenu parce que les intérêts américains et les intérêts israéliens ne coïncidaient plus du tout dans la région. Et Netanyahou est peut-être allé trop loin, mais quelque part, ça a provoqué peut-être aussi un début de solution. Ces pays arabes ont été beaucoup plus impliqués, comme je le disais dans ma chronique, le Qatar en particulier. Netanyahou se faisait fi du Qatar. Trump a dit non, c'est eux qui sont essentiels. Mohamed Abderrahman Al Thani, en particulier le Premier ministre, c'est lui qui a le contact, c'est pas les médiateurs égyptiens, c'est pas les médiateurs jordaniens, turcs, qui ont la main et qui ont le réseau pour sortir des otages, c'est eux. Donc il faut à tout prix remettre le Qatar dans l'histoire, et Trump a donné des garanties au Qatar pour ne pas, et là aussi il faut comprendre que Trump agit en ayant en tête the big picture, c'est-à-dire que derrière, si le Qatar
Qatar n'est pas défendu. Les Émirats se disent, mais attendez, c'est quoi ces Américains à qui on promet d'investir? Le Qatar et les Émirats ont promis d'investir respectivement 1,3 et 1,4 trillion de dollars dans l'économie américaine dans les 10 ans prochains. Vous imaginez Trump s'asseoir là-dessus? Et les Qataris et les Émiratis... Alors, je crois que les trillions de dollars, en français, ça se dit billions. Oui, voilà. Non, billions peut-être. Oui. Voilà, 1000 milliards. 1000 milliards, voilà. Merci pour cette... voilà. Pardonnez cet anglicisme. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que là, il y a des enjeux tels que voilà, ça ne pouvait plus continuer, et que peut-être le fait que ça ne pouvait plus continuer, et on ne pouvait pas continuer à laisser Israël faire un cavalier seul comme ça, et violer les souverainetés. Vous me direz, le droit international, il est violé dans pas mal d'endroits, mais quand vous avez... Et généralement, le droit international légalise ce qui a été violé, et comme ça, la farce est sauve. Mais vous avez quand même des gens au gouvernement, je prends les propos de Bezalel Smotrich, qui dit les Juifs sont au-dessus des autres hommes, donc ils échappent au droit international. C'est quand même ce qu'il dit. Donc vous avez des gens comme ça, qui sont dans la coalition de Netanyahou, et qui, quand ça leur plaît pas, disent on va partir, et tu vas tomber, et tu seras plus Premier ministre. Ça aussi, il obéit un peu à ce chantage. Donc là, je pense que tous ces éléments mis bout à bout ont fait que ce plan de paix, construit avec les pays arabes, dans lequel la diplomatie arabe retrouve des couleurs, comme je l'ai dit, eh bien, avait plus de chances d'aboutir. Et aujourd'hui, on est à une sorte de tournant. Voilà. Une dernière question. Trump fait des déclarations fracassantes, et à côté, il a une véritable diplomatie, et une diplomatie avec plusieurs fers au feu. C'est un peu le contraire d'Emmanuel Macron, qui prétend être diplomate et qui fait des déclarations fracassantes, mais qui n'aboutit à rien. Trump adore mettre en scène une espèce de volonté personnelle. Vous acceptez, ou sinon je déclenche sur vous le feu de l'enfer. Oui. Vous acceptez, vous avez 10 jours, et puis après, les 10 jours deviennent 2 mois, les 2 mois deviennent 2 ans. En fait, les choses étaient déjà... Et en fait, c'est très surprenant de voir qu'il a besoin d'apparaître comme une espèce de super Macron, c'est-à-dire je beugle, alors qu'à côté, il a de véritables équipes diplomatiques. Il faut reprendre le fondement de Trump, qui se trouve dans un petit ouvrage appelé L'art du deal, qu'il a écrit dans les années 90, à l'époque où il construisait sa fortune avec un certain nombre de personnes aussi, et tâtonnant aussi, pas mal. Et l'art du deal, c'est quoi? C'est de monter les enchères de façon extrême pour ensuite trouver un delta dans la négociation. Et Trump a toujours été, je veux dire, je frappe d'abord, j'assomme, et ensuite après je louvoie, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi avec Trump, c'est cet entêtement. C'est-à-dire, quand il est dans une négociation, dans un deal, il revient toujours à la charge. Je suis persuadé, on en parlera peut-être dans les mois qui viennent, qu'il va revenir à la charge sur le dossier ukrainien, c'est certain. Quand j'ai cité Lavrov a dit ça, les Russes disent bravo Trump, il y en a un qu'il faut suivre, c'est Kirill Medvedev, qui est Dmitriev, pardon, qui est l'ancien ambassadeur de Russie à l'ONU, qui lui a un compte très intéressant, parce que lui, il fait la jonction entre les Russes et les Américains. On sent bien qu'à travers lui, eh bien, les Russes et les Américains ont ce nouveau dialogue. Ils veulent faire des affaires à tout prix, ils veulent développer et que la guerre en Ukraine, pour le moment, bloque ça. Mais à un moment, il va y avoir une négociation. Trump va revenir à la charge. Peut-être que Poutine aura obtenu ce qu'il voulait jusque-là, et Trump viendra sauver l'Ukraine et Zelensky peut-être. Voilà. Et avec un peu de chance, donc, le prix Nobel de la paix 2026, avec Gaza pacifié, la Cisjordanie préservée, l'Ukraine enfin en paix, et l'ONU forcé de reconnaître que Trump, en fait, est efficace plus que Macron, ou alors, coup de théâtre, Macron, prix Nobel de la paix, pour des raisons qui nous échappent à tous. Merci beaucoup, Régis Le Sommier. Merci, Richard.